Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde décrypté, bonjour. Nous vivons depuis quelques semaines des tensions assez vives entre la Russie et l'Ukraine. En concentrant plus de 100 000 hommes à sa frontière ukrainienne, Moscou souhaite obtenir un engagement de Kiev et de ses alliés de ne pas adhérer à l'OTAN. L'organisation militaire occidentale fait donc les grands titres, ce qui, pour une alliance militaire, est rare. Gérard, vous avez donc souhaité placer notre émission d'aujourd'hui sur ce sujet. Oui, en effet, Arnaud, il m'a semblé opportun d'évoquer non seulement la tension actuelle, mais de façon beaucoup plus large, comment et pourquoi l'OTAN était née et comment cette organisation avait évolué. Enfin, quelle est sa situation aujourd'hui, d'où le titre de notre échange, l'OTAN créée par l'URSS, ressuscitée par la Russie. N'y a-t-il pas un peu de provocation dans ce titre ? Oui, il y a, et non, bien sûr, il y a un choc des mots, mais sans provocation sur le fond, car c'est l'URSS qui est à la base de la création de l'OTAN, et c'est, comme vous l'avez rappelé en introduction, la Russie qui remet l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'indication du sigle OTAN, dans l'actualité. Là, vous attisez notre curiosité. L'URSS a créé l'OTAN. Là, je suis sûr que vous allez nous expliquer cela. Eh bien, voyez-vous, tout a commencé, il était une fois en 1948, au mois de juin précisément, le blocus de Berlin. Tout d'un coup, le monde est étonné, l'Union soviétique bloque Berlin. Alors, il faut se replacer dans la géographie de l'époque. Berlin au milieu de l'Allemagne de l'Est, et dans chaque secteur de Berlin découpé, une présence française, anglaise, américaine, mais donc pas d'accès direct à l'Europe de l'Ouest. Ce n'est que des autoroutes ou des voies de chemin de fer qui passent par l'Europe de l'Est, n'est-ce pas? Donc il est infiniment possible, très facilement réalisable par l'Union soviétique de couper ces voies d'accès et donc d'isoler Berlin. Donc tout d'un coup, au mois de juin 1948, décision est prise, on bloque Berlin. Pourquoi? Eh bien, quelques jours au préalable, les Alliés, l'Europe et donc les États-Unis ont décidé de recréer une monnaie nationale à l'Allemagne de l'Ouest, donc de redynamiser l'économie autour de la création du Deutschmark. Et ça, l'URSS n'a pas été consulté, il s'en offusque et décide le blocus de Berlin. Donc, gigantesque bouleversement. Il va falloir un pont aérien colossal pour ravitailler 2 millions de personnes. Et ce blocus, cette situation va durer 11 mois. Donc, il va falloir mettre en place une organisation colossale. La gigantesque flotte logistique de l'US Air Force, qui avait été utilisée sur le front asiatique et puis sur le front européen, eh bien, avait été mise à contribution, un décollage ou un atterrissage toutes les 3 minutes à Berlin pendant 11 mois. Et au cours de ces 11 mois, eh bien, les Alliés vont se dire, mais là, nous assistons à un chamboulement vraiment radical, et l'Union soviétique prenant cette position de force, il va nous falloir réagir. Et l'OTAN est née au cours de cette période, en 1949 exactement, au mois de mai, pendant que le blocus était toujours en place. Donc voilà, cette naissance du mois de mai 1949 a été effectuée pendant le blocus par l'Union soviétique de Berlin. C'est un effet direct. Donc finalement, l'URSS a levé ce blocus, non pas à cause de la création de l'OTAN, mais elle s'est rendue compte que finalement, les Alliés arrivaient à ravitailler la ville et que l'option soviétique de
d'empêcher la création de la monnaie Deutschmark, eh bien, ne se mettait pas en place. Donc, finalement, au retour, comme l'on dit, à la case départ, les Soviétiques lèvent le siège. Quels enseignements ont été tirés de cet épisode de début de la guerre froide? Je crois, Arnaud, que nous pouvons en tirer un certain nombre d'enseignements. Premièrement, il faut un très grand dimensionnement de force pour contrer un adversaire. Donc, voyez-vous, cette notion de défense du faible au fort dont on parle dans la dissuasion nucléaire, bon, c'est une chose, mais d'un point de vue de force conventionnelle, il faut pouvoir mobiliser des forces conséquentes pour contrer un adversaire. On retrouve là la très belle citation du général de Gaulle, hein, qui a dit: nous avons été vaincus par une force mécanique supérieure, nous vaincrons par une force supérieure mécanique encore. Eh bien voilà, il faut être capable de mobiliser de très grandes ressources en matériel, en équipement militaire. Donc ça, c'est l'effet de taille, l'effet de dimension. Deuxièmement, on en conclut qu'eh bien, avec cette situation du blocus de Berlin, l'URSS, qui avait été un allié, on se souvient des conférences internationales pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour vaincre l'Allemagne nazie, eh bien, de cette position d'allié, une fois que l'Allemagne nazie a été vaincue, elle devient un adversaire idéologique et géopolitique. Donc, il faut en tirer les conséquences. Euh, donc, troisièmement, le monde occidental doit s'organiser pour faire face à cette nouvelle réalité et menace soviétique. Donc, d'un allié, eh bien, l'Union soviétique devient un adversaire. Quatrièmement, donc, on voit que l'OTAN, si on fait un petit peu d'humour, n'est-ce pas, n'est pas né sur les plages ou à la sortie des plages de Normandie en 1944. Il n'y a pas une volonté américaine d'imposer quoi que ce soit à l'Europe. Ce sont les circonstances géopolitiques des années plus tard, donc de 1944 à 1948-49, qui ont amené à la création de l'OTAN. Donc, cinquièmement, le 4 avril 1949, pendant le blocus de Berlin, comme on vient de l'expliquer, donc l'OTAN est créée, et cela, eh bien, 4 mois avant que l'URSS devienne elle-même une puissance nucléaire, voyez-vous. Donc là, il y a un équilibrage. Euh, nous avons cette situation nouvelle, mais fondamentalement, vous n'avez jamais vu des divisions blindées de l'OTAN à l'offensive, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu de division blindée de l'OTAN bouger vers l'Est. Jamais. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est une alliance politique et militaire défensive. Et donc, sa devise en latin, civis pacem para bellum, pardon, excusez-moi, cela veut dire, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, dans l'esprit du stratège chinois Sun Tzu, on pourrait aussi évoquer la préparation de la guerre est la bataille la plus importante de la guerre. Préparez-vous au combat et vous n'aurez pas à livrer de combat. Donc voilà, si vous voulez, je crois, la signification de ce bouleversement stratégique, d'avoir une alliance défensive qui se prépare, mais qui n'est pas appelée à mener une guerre. Mais comment l'OTAN s'est-elle mise en place? De façon globale ou bien de façon plutôt progressive? Un peu les deux à la fois. Il y a 30 membres actuellement autour de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et il y a eu simplement 12 membres, 12 pays fondateurs. Donc je vous les rappelle, États-Unis, Canada, donc effectivement le sens de l'Atlantique Nord, union des deux bords de l'océan Atlantique, avec la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Donc voilà les 12 membres fondateurs. Et les premiers élargissements ont eu lieu en 1952 avec la Grèce et la Turquie. Et l'Allemagne de l'Ouest n'est rentrée dans l'OTAN qu'en 1955, n'est-ce pas? Donc quand on entend évoquer
par les États-Unis l'importance de la Turquie qui est rentrée dans l'OTAN en 1952, là on comprend la force de cette remarque quand on écoute effectivement les commentaires actuels autour des tensions entre la Turquie et l'OTAN. C'est un partenaire des toutes premières années, et donc même avant l'Allemagne de l'Ouest, maintenant l'Allemagne. Donc voyez-vous, là les choses ont un sens vraiment historique. Et en 1982, l'Espagne. Et oui, parce que l'Espagne franquiste n'était pas rentrée initialement dans l'OTAN, donc ne faisait pas partie des 12 fondateurs. La France n'a-t-elle pas eu par la suite quelques hésitations, quelques réticences? Je crois comprendre, Arnaud, que vous faites allusion à la période gaullienne. Effectivement, dans les années 60, la France devient une puissance nucléaire avec, il faut quand même le dire, une contribution américaine, scientifique. Nous avons eu quelques formulations secrètes, monétaires dans les années 50, nous avons eu des aides et géopolitiques parce qu'il y a eu un enseignement qui vient un peu de loin, qui vient de la guerre de Corée en 1950. Parce qu'à l'époque, unique puissance nucléaire de la région, pratiquement, les États-Unis n'ont pas pu s'opposer à la guerre de Corée. Et ils en ont donc tiré la conclusion que pour que l'arme nucléaire soit dissuasive, eh bien, il faut qu'elle soit présente sur le théâtre des opérations. Donc le fait d'avoir des armements nucléaires en Angleterre, en France, était pour les États-Unis un plus géopolitique. Donc nous avons développé, nous Français, cette doctrine de dissuasion du faible au fort, en disant nous sommes les faibles, les forts ce sont les soviétiques, mais il est bien évident que cette analyse se fait tout en restant sous le parapluie de l'OTAN. Bon. Donc, c'est une posture plus politique que militaire, parce que la France nucléaire peut se maintenir au Conseil politique et au Conseil de sécurité de l'ONU, avec les 4 autres puissances nucléaires que sont les États-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. Donc, le fait d'être nucléaire a permis à la France de maintenir son rang mondial, politiquement, diplomatiquement, géopolitiquement. Donc le retour de la France dans le commandement intégré, car on en est sorti avec le général de Gaulle, comme on le précisait tout à l'heure, en 1966, eh bien on est rentré à nouveau dans le commandement intégré. Donc on n'était pas sorti de l'OTAN, on était sorti de son commandement intégré, est annoncé le 7 novembre 2007 devant le Congrès américain. Donc, c'est intéressant de le noter, et cette décision a été juridiquement actée en avril 2009 au sommet de l'OTAN à Strasbourg, donc bien sûr ville symbolique. Donc la France a obtenu un commandement, le Transformation Command, qui est basé à Norfolk en Virginie, et justement en charge des questions doctrinales. Donc c'est intéressant de voir qu'on a demandé aux Français d'être à la base quand même de la réflexion otanienne et de la mise à jour, si je puis dire, de la vision géostratégique. Donc actuellement, c'est le général Philippe Lavigne qui en exerce le commandement. Vous venez de nous l'expliquer que l'OTAN est concrètement née d'une gesticulation militaire de l'URSS en Allemagne, bloquant Berlin pendant 11 mois. Le mur de Berlin est tombé, l'URSS a disparu depuis 1991. Que s'est-il passé depuis lors concernant l'OTAN? Eh bien, l'URSS a créé une réponse militaro-politique en mettant sur pied le pacte de Varsovie le 14 mai 1955, donc après l'entrée de l'Allemagne justement dans l'OTAN le 5 mai. Donc entrée de l'OTAN de l'Allemagne dans l'OTAN le 5 mai et le 14 mai de la même année, les Russes créent le pacte de Varsovie. Bien sûr, ils étaient préparés. Donc il y a eu cette harmonie, si je puis dire, cette symétrie de blocs militaires. Et la disparition de l'URSS a entraîné la
disparition du pacte de Varsovie. Donc, à la suite de cela, Moscou a créé l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, dont on a entendu parler récemment. Alors, elle a été créée le 7 octobre 2002. Elle regroupe l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, Kirghizistan, Russie et Tadjikistan. Donc, cette organisation est intervenue récemment au Kazakhstan pour quelques semaines. Donc, les pays de l'ancien pacte de Varsovie ont progressivement souhaité rejoindre politiquement et militairement Union européenne et OTAN. Donc, pas seulement l'OTAN en tant que tel, mais aussi une influence s'inscrire dans le bloc occidental et démocratique. Donc, il n'y a eu nul mouvement de char de l'OTAN pour contraindre quelques pays que ce soit à rejoindre l'alliance. Ce sont des décisions politiques de peuples souverains et ce n'est pas la culture russe qui privilégie le rapport de force, mais c'est ainsi. Donc, l'Allemagne de l'Est a été le premier acteur de ce mouvement. Le 3 octobre 1990, avec la réunification. Donc, 5 élargissements ont eu lieu depuis 1999, 2004, 2009, 2017 et très récemment 2020, avec l'entrée de la Macédoine du Nord, impliquant donc au cours de ces 5 élargissements 14 pays au total. Donc, actuellement, 30 pays membres qui regroupent, et le chiffre est trop malheureusement rarement cité, 940 millions d'habitants. Oui, pratiquement 1 milliard de citoyens vivent sous le drapeau de l'OTAN, donc pays démocratique, pratiquement 1 000 milliards de dollars de budget militaire des États membres, bien sûr, les 3/4 étant assurés par les États-Unis qui ont un rayonnement mondial. Donc, à part la triste parenthèse de la guerre en Bosnie, il n'y a pas de conflit sur le sol européen depuis 73 ans, du jamais vu dans toute l'histoire millénaire de notre continent. Eh bien, on retrouve vraiment la doctrine de l'OTAN. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et la paix, nous l'avons eue. Nous avons vu la déclaration du président Macron sur l'OTAN en état de mort cérébrale lors des tensions entre la Grèce et la Turquie. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je serais très proche de la remarque de Mme Merkel, qui à l'époque a marqué son désaccord en parlant de termes radicaux de la part du président Macron. Et je crois qu'il n'est effectivement pas souhaitable de rajouter un problème, à savoir le fonctionnement de l'OTAN, à un autre qui était à l'époque la tension entre la Grèce et la Turquie. Nous étions le 7 décembre 2019, donc un peu plus de 2 ans après cette déclaration, nous voyons la situation maintenant de tension avec la Russie. L'OTAN réactive, participative entre l'administration américaine et l'Europe. Et face donc à ce problème de gesticulation militaire russe, comme disent les militaires, eh bien l'OTAN fonctionne comme elle doit fonctionner, car on revient aux fondamentaux. Et en réalité, dans cette situation, avec l'Ukraine, il y a 2 questions. Premièrement, la demande de la Russie d'une non-adhésion de l'Ukraine, et deuxièmement, la défense de l'Europe face à cette même Russie. Donc la demande de la Russie, premièrement, c'est à l'Ukraine de décider. Elle doit être dans les négociations. Le Parlement ukrainien a fait entrer l'objectif de l'Ukraine dans l'OTAN dans la constitution ukrainienne, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas décider sans eux, ils doivent être autour de la table. Deuxièmement, un pays partiellement occupé, entre guillemets, par un autre, à savoir la Russie, dans le Donbass, en Crimée, ne peut techniquement, politiquement, militairement, diplomatiquement, il ne peut pas rentrer dans l'OTAN. C'est
très difficile d'avoir un nouveau membre qui est dans une situation non, je dirais, stabilisée. Troisièmement, c'est également la situation de la Géorgie, dont les troupes russes occupent l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui sont deux provinces géorgiennes. Donc, ces deux pays, Géorgie et Ukraine, ne pourront ou ne pourraient adhérer en réalité qu'après le départ de toutes les troupes russes qui se trouvent sur leur territoire. Ce n'est pas demain la veille, à moins que nous vivions un jour l'effondrement de la Russie après l'éclatement de l'URSS. Vous évoquiez une deuxième question, celle de la défense européenne. Quelle est votre analyse à ce sujet ? Puis-je me permettre, Arnaud, de compléter votre question ? Je vous en prie. Il ne s'agit pas tant de la défense de l'Europe que la défense de l'Europe face à la Russie. C'est cela la vraie question. La Russie est sa grande force militaire classique, avec sa continuité territoriale, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'océan à traverser pour les Russes, comme doivent le faire les États-Unis pour intervenir en Europe. Deuxièmement, la Russie est sa position de grande puissance nucléaire, loin devant la Chine en termes de missiles et d'ogives. Donc, pour offrir une défense réelle et crédible, il faut présenter devant la Russie une force équivalente. La défense du faible au fort, comme l'évoque la doctrine nucléaire française, est placée, qu'on le veuille ou non, à l'intérieur d'une défense otanienne. Donc, une défense européenne, pour être crédible, doit premièrement proposer des forces conventionnelles en rapport avec celles de la Russie. Deuxièmement, offrir une capacité nucléaire proche de celle de la Russie. Et troisièmement, présenter une unicité de commandement et de décision, comme le Pentagone. Nous voyons donc que nous sommes très, très loin de tout ceci quand on évoque les efforts donc de l'Europe vers une défense européenne. Et en plus, il y a bien sûr le problème du portefeuille, le problème du budget. Dans l'état actuel des forces de la Russie, la défense atlantique est la meilleure assurance vie de la défense européenne. Elle existe, elle fonctionne, elle est financée. Elle vient d'ailleurs d'être ressuscitée par l'attitude à nouveau agressive de la Russie, comme si, après 1948, l'histoire repassait le même plat. Eh bien oui, finalement, on assiste à des constantes. Merci Gérard pour ce voyage dans l'OTAN et la défense de l'Europe. Effectivement, l'Europe semble à nouveau vivre et ressentir les vibrations et les décisions venant de Moscou. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur les théâtres géopolitiques du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv. Les abonnements y sont gratuits. À bientôt pour de nouveaux décryptages. D'ici là, prenez bien soin de vous.